Une journée commémorée au Niger à travers plusieurs activités, notamment un forum d'échange sur le traitement de l'information et la migration dans un contexte de la Covid-19. Le comité de coordination interagence du programme élargi de vaccination a tenu ce matin sa première réunion ordinaire au titre de l'année 2021. Il s'agit d'un cadre stratégique qui vise à assister le ministère en charge de la Santé dans le suivi et l'évaluation des politiques et plans nationaux de vaccination. Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de cette édition que nous ouvrons avec ce communiqué du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Dans l'après-midi du samedi 1er mai 2021, des individus lourdement armés non encore identifiés au guidon de plusieurs motos ont tendu une embuscade contre la patrouille des éléments de la garde nationale du Niger de la région de Tawa, entre Ikenewan et Itazaï, dans le département de Tilia. Après d'intenses combats, l'ennemi a été repoussé. Le bilan de cette attaque se présente comme suit. Côté ami, 16 morts, 6 blessés et un porté disparu. Côté ennemi, plusieurs morts et blessés. Des opérations de ratissage sont engagées dans la zone et une enquête est ouverte pour retrouver ces bandits en vue de les traduire devant les tribunaux. En cette douloureuse circonstance, le ministre de l'Intérieur et la décentralisation, au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées du gouvernement, adresse ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et à l'ensemble des forces de défense et de sécurité et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Tout en condamnant cet acte criminel, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation rassure la population de la ferme volonté et l'engagement du gouvernement à poursuivre sans relâche la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. À l'agenda officiel, retenez que le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a reçu cet après-midi en audience l'ambassadeur du Pakistan au Niger, accompagné d'une délégation d'investisseurs pakistanais. Il s'est agi de présenter certaines opportunités d'investissement au Niger, notamment dans le textile, le domaine pharmaceutique, entre autres. Le point avec Jocelyne Amoussou et Yazi Rabiou. Accompagné d'investisseurs pakistanais, l'ambassadeur du Pakistan au Niger est venu exposer certaines opportunités au président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, notamment dans le textile, les produits pharmaceutiques et des investissements dans le domaine agricole. We discussed that these investors are here for textile. Je suis accompagné d'une délégation d'investisseurs conduite par M. Ibrahim Bin Maksoud et deux autres de ses collègues qui sont prêts à investir dans le domaine du textile, dans le domaine de la production des produits pharmaceutiques, dans le domaine également d'installation d'usines de fabrication de tracteurs et de matériel agricole. Et donc ils sont vraiment sérieux, ils sont déterminés à investir au Niger. Donc à partir du moment où le gouvernement leur offrira l'opportunité de pouvoir le faire, ils sont vraiment déterminés à le faire le plus tôt possible. Là-dessus, son Excellence le Président de la République nous a assuré de tout son soutien. Il a assuré son soutien et tous ses encouragements à l'endroit de ses investisseurs. Et donc, il a promis également d'instruire les ministres ou les ministères concernés en vue de discuter avec ces investisseurs et de leur offrir l'environnement convenable afin qu'ils puissent faire les investissements nécessaires. Pour le chef de la délégation d'investisseurs pakistanais, ils attendent juste l'approbation du Niger à travers les formalités d'usage, ce qui est en bonne voie. We have got a very good opportunity here. We visited many places for pharmaceuticals. Donc on est prêt et donc déjà on a fait plusieurs visites et nous sommes déjà prêts à signer les accords nécessaires pouvant servir de base légale et juridique. Il y a seulement quelques observations que nous avons portées, mais déjà le président de la République nous a assuré que nos inquiétudes et nos réserves là seront prises en compte et donc Inch'Allah très bientôt nous allons tout faire pour amener de nouvelles machines que nous allons installer ici afin de produire et nous allons également amener la technologie de pointe en vue de rapidement procéder à la production dans les différents domaines concernés. À travers ces investisseurs, le Pakistan renforce et dynamise sa coopération avec le Niger, une coopération déjà au beau fixe.
Poursuite des travaux en séance plénière de la session des lois de l'Assemblée nationale. Un seul point inscrit à l'ordre du jour de la séance plénière de ce lundi 3 mai 2021. Examen et l'adoption des projets d'ordre du jour et du calendrier des travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2021. Le point avec Jamila Amadou Yakoté Ouaglassan. Le président de l'Assemblée nationale, Seynou Oumarou, a présidé cette séance plénière au cours de laquelle l'état d'urgence sur la question de la sécurité a été évoqué au Niger. Autre point abordé, l'examen et l'adoption des projets d'ordre du jour et du calendrier des travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2021. Des questions d'actualité ont été également inscrites à l'ordre du jour de cette session. Après adoption des projets, la fin des travaux a été sanctionnée par des propositions et amendements. La séance a été par la suite levée par le président du Parlement et reprendra le mercredi 5 mai 2021. La conférence des présidents s'est tenue ce matin dans la salle habituelle des réunions sous la présidence de Seynou Oumarou, président de l'Assemblée nationale, président de la conférence des présidents. Au cours de la réunion, les membres de cette instance parlementaire ont procédé à l'examen et à la modification de l'ordre du jour et du calendrier des travaux de la session ordinaire au titre de l'année 2021 de session des lois. Le Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, a accordé cet après-midi à son cabinet des audiences. Il s'agit d'une délégation de la Commission nationale des droits humains, CNDH, et de la cinéaste, auteure et journaliste nigérienne Ramatou Keita. Le compte rendu avec Mahmoud Idrissa Maïga et Lawali Yahya. Le Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, a effectivement accordé 2 audiences cet après-midi à son cabinet. La première est accordée à une délégation du CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, conduite par son président Khalid Ikhri. La seconde audience a été accordée à la cinéaste, auteure et journaliste nigérienne Ramatou Keita. Elle est allée voir le Premier ministre pour échanger sur des perspectives de relance du cinéma nigérien. À sa sortie d'audience, elle dit avoir le soutien du chef du gouvernement, soutien dont elle a d'ailleurs toujours bénéficié. L'objet de ma visite, c'est de faire l'état des lieux de notre cinéma aujourd'hui, de voir dans quelle mesure booster notre industrie de cinéma. Créer une industrie cinématographique, c'est une volonté politique. Si les politiques ne nous suivent pas, on ne peut pas faire de cinéma. Il faudrait le rappeler, le Premier ministre accorde une grande importance à la culture de manière générale et au cinéma en particulier. Il a même participé récemment à la projection du film Zinaria de la réalisatrice Ramatou Keita. Le plateau technique du groupe de presse Dunia a été hier dimanche le théâtre d'un incendie qui a ravagé tout le studio. Face à ce désastre, le président du Conseil supérieur de la communication s'est rendu au niveau de ce média pour présenter toute sa compassion. Le compte rendu avec Mariama Keita et Habibou Abdraman. C'est une curieuse coïncidence. L'incendie qui a ravagé le plateau technique du groupe de presse Dunia intervient la veille de la commémoration de la 28e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Quoi de plus normal que le président du Conseil supérieur de la communication s'y rende pour apporter toute sa compassion. Le CSC est avec vous de tout cœur. Vraiment, je n'ai pas d'autre mot que de vous dire courage et que Dieu protège en tout cas tous les médias, tous les êtres humains en ce moment, le mois béni de Ramadan. Ce qui est sûr, nous allons vous accompagner à titre personnel, moi et les agents du CSC, pour matérialiser cette moussabaka que vous avez lancée. Inch'Allah, nous allons le faire, mais aussi de vous appeler à la prudence, parce que c'est un moment où on consomme beaucoup d'électricité, donc il y a aussi beaucoup de risques. Et nous continuerons à prier Dieu pour qu'il vous protège. Sur place, le président du CSC, Dr Kabir Sani, a trouvé le secrétaire général du ministère de la Communication et les membres de la Maison de la Presse, à qui le directeur de programme, Amadou Hamidou, a relaté les faits. Très ému, le directeur général Mamadou Anounou du groupe de presse Dunia a transmis toute sa gratitude pour cette marque de compassion. Ça nous va droit au cœur et Inch'Allah, on va continuer avec les moyens de bord
pour continuer le travail qu'on a accepté de faire. Même marque de solidarité témoignée par le bureau exécutif national de l'Association nigérienne des auteurs, compositeurs, interprètes des métiers de musique, Ben Anassim, et la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, qui ont aussi fait le déplacement. La CDTN a même remis sa contribution symbolique. Le président du CSI, en compagnie des membres de son institution, s'est rendu au siège de la radio-télévision Saraounia, dont l'une de ses unités, notamment celle de Maradi, a été aussi victime le 7 mars dernier d'incendie. Le directeur général de cette télévision, Moussa Kaka, s'est réjoui aussi de l'intérêt accordé par Dr Kabir Sani, dont son institution est l'organe régulateur en matière de presse. Il a saisi l'occasion pour faire visiter à la délégation son entreprise. Suite toujours à l'incendie qui a ravagé le groupe de radio et télévision Dunia, le directeur général de Saham Assurance Niger a effectué ce matin une visite dans les locaux de cette structure. L'objectif est d'apporter son soutien et sa compassion à cet organe de presse. Le point avec Hamid Abdoulaye et Mariam Dakou. Cette démarche de Saham Assurance s'inscrit donc dans un élan de solidarité envers ce groupe de presse qui a vu toute l'installation de son plateau technique partir en fumée hier aux environs de midi. C'est ainsi que pour mieux soutenir l'organe dans cette épreuve aussi difficile, le premier responsable de la compagnie Saham Assurance Niger a tenu à faire un geste symbolique au responsable de la télévision Dunia. Tout ce que nous pouvons faire en tant qu'humain, déjà, c'est vraiment de venir le soutenir. Et dans ce cadre, vraiment, je voudrais, au nom de Saham Assurance, lui remettre symboliquement un petit chèque pour le soutenir dans l'effort qu'il va faire pour se relever. Ce n'était pas le lieu. Notre démarche était de venir soutenir notre frère qui est dans une situation déplorable, difficile. Mais nous profitons parce que ce sont des aléas. On ne les prévoit pas. Et par mon métier, nous couvrons ce genre d'aléas. Les sinistres peuvent survenir à tout moment. Et j'invite donc toutes les structures, à commencer par mon frère, à venir vers Saham, parce que nous avons l'expertise pour cela, à des prix vraiment étudiés, pour que nous puissions préserver de ce genre de chaos nos activités. Il y a ce qu'on appelle l'assurance incendie, les maîtrises professionnelles, et nous sommes prêts. Et j'invite toutes les structures, à partir de là, de venir vers Saham pour que vous ayez la satisfaction, la préservation, la sécurisation de votre activité. Face à ce geste plein de signification, le directeur général de l'organe n'a pas manqué de remercier cette société, l'une des plus imposantes du monde de l'assurance au Niger. Du groupe de presse Dunia, vraiment, nous sommes très ravis. Nous sommes très touchés de cet élan de solidarité, vraiment que nous a témoigné Saham Assurance à travers le DG. Nous sommes très reconnaissants et nous allons faire bon usage vraiment pour relever notre tête de cette tragédie qui nous a touché de plein fouet en plein mois béni de Ramadan. À noter que c'est avec la signature du livre d'or qu'a pris fin cette visite du premier responsable de Saham Assurance au niveau du groupe de presse Dunia. Célébration ce jour 3 mai 2021 de la Journée mondiale de la liberté de la presse. À cette occasion, le ministère de la Communication, en collaboration avec la Maison de la Presse, a organisé une journée de célébration du 30e anniversaire de Vindoc, placée sous le thème « L'information comme bien public ». Une opportunité pour sensibiliser l'opinion sur la nécessité et l'importance du journalisme dans tout processus démocratique. C'est le secrétaire général du ministère de la Communication qui a présidé la cérémonie. Le compte rendu avec Aminat Garba et Saadou Inoua Ali. Célébré sous le thème « L'information comme bien public », la Journée mondiale de la liberté de la presse offre l'occasion aux hommes des médias de mener des réflexions sur la situation générale de la liberté de la presse dans le monde et au Niger en particulier, sur comment défendre cette liberté face au système politique et judiciaire. La Journée mondiale de la liberté de la presse témoigne
ici de l'impérieuse nécessité de défendre l'information comme étant un bien public. Au-delà, il s'agit aussi d'explorer ce qui peut être fait dans la production, la distribution et la réception du contenu médiatique pour renforcer le journalisme et faire progresser la transparence et l'autonomisation en ne laissant personne de côté. La pertinence du thème de cette année, faut-il le souligner, et qu'il prend en compte l'évolution d'un système de communication qui a un impact sur notre santé, sur les droits de l'homme, la démocratie et le développement durable. Le secrétaire général du ministère de la Communication, représentant le ministre empêché, a souligné le rang honorable qu'occupe le Niger au classement mondial de la liberté de la presse, avant de décliner les engagements du ministère pour une presse nationale libre, plus indépendante et professionnelle. Cette année 2021, le Niger a été classé au 59e rang mondial sur 180 pays évalués. Mais ce qu'il convient également de relever et souligner, c'est que notre pays a gagné 7 places ces 2 dernières années. Les autorités de la 7e République, au premier rang desquels le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, et le Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, ne ménagent aucun effort pour renforcer les importants acquis obtenus en faveur de l'accès à l'information, de la liberté d'expression et de la promotion du paysage médiatique national. Le ministère en charge de la communication s'attachera pour sa part et dans le même ordre d'idées à poursuivre les efforts en vue d'un renforcement des capacités des journalistes par la formation en vue d'un meilleur respect des règles d'éthique et de déontologie. De même, il sera poursuivi les efforts pour accélérer la signature de la convention collective des journalistes. Instituée depuis 1993 par l'Assemblée générale des Nations unies, en réponse à l'appel des journalistes africains qui, en 1991, ont adopté la déclaration de Windhoek sur le pluralisme et l'indépendance des médias. La Journée mondiale de la liberté de la presse offre la possibilité aux acteurs des médias de rappeler la nécessité de respecter les engagements en faveur de la liberté de la presse et de mener des réflexions sur les questions relatives à l'éthique professionnelle. Ouverture ce matin à Niamey du forum d'échange sur le traitement de l'information et la migration dans un contexte de crise de la Covid-19, initiative de l'Association des journalistes pour la sécurité et les migrations AJSEM Niger, avec l'appui du bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest. Un forum qui se tient à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse. Le point avec Hassan Moussa et Aïcha Toubawa. Ce forum d'échange avec les médias nigériens pour une information de qualité sur les migrations dans le contexte de la Covid-19, organisé par l'Association des journalistes pour la sécurité et la migration AJSEM Niger, se tient à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse. Il vise à échanger des expériences et des bonnes pratiques entre des journalistes et des experts en médias, migration et santé publique, des représentants des agences des Nations Unies et la société civile sur le traitement de l'information sur la migration au Niger. Le forum marque ainsi le début d'une initiative d'appui aux médias nigériens pour la production et la diffusion du contenu éditorial de qualité sur les migrations. L'initiative d'appui sera conduite par l'AJSEM Niger et concernera pour une phase pilote de 5 mois allant de mai à septembre 2021, 6 médias au total, toutes catégories confondues. Ces médias seront sélectionnés sur la base de critères rigoureux après analyse et évaluation des propositions des plans de production et de diffusion qu'ils soumettront à l'AJSEM Niger. Ce forum entre aussi dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional ambitieux de l'UNESCO, autonomiser les jeunes en Afrique à travers les médias et la communication. Le forum qui nous réunit aujourd'hui, mesdames et messieurs, lance en effet les activités de ce projet qui va durer 5 mois. Au cours de cette journée particulière, des experts médias
des experts en migration et en santé publique, mais aussi vous, chers confrères et consoeurs de la presse, donc journalistes, ainsi que des agences des Nations Unies et des représentants de la société civile, vont partager et échanger des expériences et des bonnes pratiques sur le traitement de l'information sur la migration au Niger dans le contexte de la crise de la Covid-19. Les expériences et les bonnes pratiques partagées permettront aux journalistes des médias qui seront retenus pour la mise en œuvre de ce projet de mieux appréhender la problématique donc, de la migration en vue de produire et de diffuser des contenus éditoriaux de qualité sur la migration. Je ne doute point à cet égard, vu la qualité de la présence dans cette salle, de l'intérêt que vous aurez à suivre les échanges au cours de cette journée. Financé par le ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale via l'Agence italienne pour la coopération au développement, le projet est mis en œuvre dans 8 pays et vise un objectif important. Depuis 2019, année de son lancement, ce projet a bénéficié à plus de 1400 journalistes, hommes et femmes, et des centaines de médias des pays ciblés, en étroite coopération avec les parties prenantes. Ce projet, je le rappelle, contribue à atteindre l'objectif de développement durable 1610, en faveur duquel l'UNESCO joue le rôle de leader pour sa mise en œuvre au niveau mondial. Cet objectif, rappelons-le, vise à garantir l'accès public à l'information et protéger les libertés fondamentales conformément à la législation nationale et aux accords internationaux. Notons que ce forum se poursuivra jusqu'au 4 mai avec un dîner sur les enjeux et la démarche de la mise en place d'un desk migration au sein des rédactions des journalistes participants afin de produire et diffuser de manière régulière des contenus éditoriaux de qualité sur les migrations. Une note de santé dans cette édition avec la tenue ce matin de la première réunion ordinaire du comité de coordination interagence du programme élargi de vaccination au titre de l'année 2021. C'est un cadre stratégique qui vise à assister le ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales dans le suivi et l'évaluation des politiques et plans nationaux de vaccination. C'est le ministre de la Santé publique qui a présidé la cérémonie. Le point avec Emile Kassoum Mamadou et Hamidou Abdoulaye. Cet échange a pour but d'inciter les partenaires du secteur de la santé à redoubler leur engagement aux côtés du gouvernement pour que les efforts soient conjugués en vue d'atteindre les résultats probants dans les domaines de la vaccination et de la surveillance épidémiologique. Dans son allocution, le ministre de la Santé publique, de la population et des affaires sociales a insisté sur la disponibilité en vaccins et consommables qui est primordiale à l'immunisation des différentes cibles et à la lutte contre les maladies évitables par la vaccination. C'est dans ce cadre d'exigence de qualité que j'ai donné des consignes strictes dans toutes les régions du pays dans l'organisation de la vaccination contre la Covid-19 avec le vaccin AstraZeneca pour les personnes âgées de 55 ans à plus et le vaccin Sinopharm pour les personnes âgées de 18 ans et plus. La vaccination contre la Covid-19 sera effective à partir du 4 mai 2021 dans toutes les régions avec l'engagement des autorités administratives, coutumières et religieuses. Aussi, pour la vaccination de routine, la notification de plusieurs cas de maladies évitables par la vaccination, dont notamment la rougeole, nous condamne à plus de rigueur dans la gestion des vaccins et le déploiement des stratégies qui permettent d'atteindre les cibles partout où elles se trouvent. Mon département ministériel, dans le cadre du renforcement des efforts consentis en routine, va organiser en 2021 une campagne de vaccination contre la poliomyélite au niveau des 24 départements et une campagne contre la rougeole sur toute l'étendue du territoire en 2022. Le ministre Idi Ilyasu Menassara a, au terme de son intervention, félicité et remercié tous les partenaires au développement durable pour l'attention particulière qu'ils accordent à la santé des populations nigériennes. Cérémonie officielle de lancement ce jour à Tillabéri de la campagne de vaccination contre la Covid-19. C'est le secrétaire général de la région qui a donné le coup d'envoi. Les présidents avec Sen Soumaïl Ibrahim et Ousmane Sani Abdou.
Après Niamey le 29 mars dernier, pour le lancement national de la campagne de vaccination contre la Covid-19, Tillabéri procède ce 3 mai au lancement de sa campagne régionale. C'est donc un honneur pour moi de procéder ce jour au lancement de la campagne au titre de notre région afin de protéger toutes les personnes ciblées, à savoir celles âgées de 18 ans et plus. La région de Tillabéri organise cette campagne de vaccination contre la Covid-19 dans tous les 13 districts sanitaires qui durera 7 jours pour une cible totale de 1 640 589 personnes âgées de 18 ans et plus. L'organisation de cette campagne de vaccination contre la Covid-19 témoigne de l'engagement des plus hautes autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, devrait sans relâche pour le bien-être des populations nigériennes partout où elles se trouvent. C'est le lieu pour moi d'adresser mes vifs remerciements à tous les acteurs de cette lutte contre la Covid-19. Je témoigne également la reconnaissance de la région de Tillabéri à nos partenaires techniques et financiers qui nous ont accompagnés durant tout le processus. Parmi les personnes ciblées pour recevoir les premières doses du vaccin contre la Covid-19, justement, le secrétaire général de la région. Au cours de cette campagne, des équipes de vaccination fixes et mobiles resteront au niveau des sites dédiés afin de vacciner le maximum de la cible. Quelques 120 000 doses de vaccins contre la Covid-19 sont mises à la disposition de la région pour ce lancement. Tendance Covid-19 au Niger, les résultats des examens virologiques de ce jour 3 mai 2021 se présentent comme suit. Du nouveau cas positif de sexe masculin notifié de 9 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 1 chez les alertes sur 202 tests réalisés à la Covid-19. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 1 au niveau de la région de Niamey, 1 au niveau de la région de Zender, 1 au niveau de la région de Difa, 1 au niveau de la région d'Agadez. Aucun décès enregistré ce jour. 7 au niveau de la région d'Agadez. À ce jour, sur 99 623 personnes testées, 5 261 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 4 865 guéris, 191 décès, 205 cas actifs, 80 en hospitalisation, dont aucun en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect de toutes les mesures prises, à savoir le port du masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique et à se faire vacciner contre la Covid-19. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. La suite de cette édition, le gouverneur de la région de Niamey a présidé ce matin une cérémonie de remise de classe en matériaux définitifs, un don de la Fondation Bank of Africa qui vient à point nommé car répondant à l'appel des autorités qui entendent mettre fin aux classes en paillotte. Le point avec Zainab Bolmay et Abdoulaye Ali. 3 classes en matériaux définitifs, un bloc de 3 latrines et un bureau ont été réceptionnés ce matin à l'école route Filengue 15 par le gouverneur de la région de Niamey. Une donation de la fondation de la Bank of Africa qui répond aux aspirations des autorités qui veulent venir à bout des classes en paillotte et des récurrents problèmes d'incendie qui minent les écoles nigériennes. Une grande satisfaction pour le gouverneur de la région de Niamey qui a remercié les généreux donateurs au nom des plus hautes autorités. Cela dénote que les partenaires ont bien compris conscience qu'à travers le déroulé des grands axes de la stratégie dans le cadre de l'éducation, la nouvelle approche de son Excellence, M. Mohamed Bazoum, est très bien compris et que les partenaires sont en voie de l'accompagner. C'est dire que ces réalisations de la Bank of Africa
nous devons de leur présenter un hommage appuyé, très mérité. Nous vous en félicitons, nous vous remercions beaucoup. Cette marque d'intérêt à l'endroit de l'éducation de nos enfants me permet de dire à travers ces remerciements que nous demandons aux autres partenaires techniques et financiers qui le font bien sûr déjà, davantage de leur emboîter le pas. Le représentant de la fondation de la Bank of Africa, en remettant les clés de ces infrastructures, s'est dit réjoui et entend poursuivre ces initiatives qui visent l'essor de l'école nigérienne. Il y a 2 ans environ, nous avons pris l'engagement solennel d'apporter notre aide à l'école Route Filengue 15 afin que les enfants puissent étudier dans des conditions acceptables. Mais la crise sanitaire 2020 a freiné nos élans. Aujourd'hui, nous avons concrétisé notre engagement, mesdames et messieurs, par la construction d'un bloc de 3 classes équipées de tables-bancs, du bureau de l'enseignant, ainsi qu'un bloc de 2 sanitaires pour l'amélioration des conditions de vie et d'apprentissage des écoliers au Niger, conformément à la charte des fondations Bank of Africa. Nous savons que le Niger et les Nigériens sont de plus en plus convaincus par la place de l'éducation dans le développement durable du pays et également de l'importance de l'éducation des filles, et nous sommes vraiment satisfaits et enthousiastes à l'idée de pouvoir participer à cette grande dynamique. Un exemple à suivre selon Oud Ambouka, qui a une fois encore rappelé les dispositions de la loi Lausanne qui stipule le partage des coûts dans le système éducatif. Il a par ailleurs demandé au COJOS que ce n'est pas seulement l'aspect académique qui lui incombe, mais aussi l'aspect sécuritaire. Ouverture vendredi 30 avril dernier à Niamey d'une formation et panel d'échange entre les femmes leaders et les jeunes filles des 8 régions du Niger. Une initiative du ministère de la Promotion de la Femme, la Protection de l'Enfant à travers la coordination nationale pour le G5 Sahel et qui s'inscrit dans le cadre des activités soutenues au Niger par le projet Partenariat pour la paix à travers l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. Le point avec Jamil Amadou et Suleiman Wali. Cette initiative qui couvre le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger et le Tchad œuvre au renforcement des capacités et le réseautage pour appuyer les institutions régionales dont le secrétariat exécutif du G5 Sahel, les gouvernements et les organisations de la société civile des pays cibles. Cette initiative vise à prévenir plus efficacement la radicalisation et l'extrémisme violent et consolider une paix durable. La présente session de formation contribuera à la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité du Niger et au renforcement de l'engagement des femmes dans la stratégie nationale de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent adoptée par le Niger le 12 février dernier. Les 2 jours de réflexion et de partage permettront à 10 femmes championnes identifiées comme modèles, 5 femmes cadres du ministère de tutelle et 5 autres femmes personnes ressources de la plateforme du G5 Sahel de renforcer les compétences sur la connaissance des concepts et approches, sur la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent en vue d'une contribution plus efficiente des femmes à la résolution de ces phénomènes qui endeuillent le Sahel et compromettent le développement. L'exclusion des jeunes en général et les frustrations qui y sont consécutives sont un enjeu pour la paix et la stabilité. Les jeunes filles étant encore plus vulnérables, il s'avère nécessaire de les sensibiliser en vue de renforcer leurs capacités en matière de communication, de résolution des conflits et de leadership. Cette démarche assurera à n'en point douter leur prise de conscience à jouer un rôle prépondérant dans la société en participant en toute responsabilité aux activités qui visent à prévenir la radicalisation et l'extrémisme violent. Des études ont démontré qu'un des meilleurs moyens de changer des perceptions est de montrer des modèles ayant réussi. C'est pourquoi
La coordination nationale de la plateforme des femmes du G5 Sahel du Niger a retenu comme option l'organisation des panels d'échange au niveau des 8 régions du pays qui seront facilités par 10 femmes leaders de différents domaines appelées femmes championnes. Celles-ci seront chargées de coacher les jeunes filles et femmes en vue de renforcer leurs capacités en matière de résolution de conflits et de leadership. L'USAID soutient plusieurs initiatives pour la paix et la sécurité des femmes au Niger et dans la sous-région dans le but d'une participation significative des femmes au processus décisionnel lié aux conflits et aux crises. Comme vous le savez, la ville historique d'Agadez dispose d'un important minaret caractérisé par une architecture de la terre crue et un style décoratif particulier de la région de l'Aïr. La mosquée d'Agadez fait partie des principaux édifices religieux dont dispose notre pays. Moussa Ifalay et Bachir Hanouna nous font découvrir cet important édifice religieux. La grande mosquée Meskini d'Agadez remonte au XVIe siècle. Son minaret en banco haut de 27 mètres est certainement le monument du Niger le plus remarquable et le plus connu dans le monde entier. Construite avec l'argile, élevée à l'origine en 1515, la mosquée d'Agadez a été restaurée en 1844. Cette mosquée se singularise par sa tour qui en fait le point haut d'Agadez. Un premier monument existe dès 1450 et peut-être avant, mais sans doute sans minaret. Ce monument initial a été reconstruit ou agrandi. Explication des membres de la cour royale du sultanat de l'Aïr. Le minaret en tant que tel est un symbole. En arabe, il représente Alif, l'unicité des dieux. Et au niveau donc, de ces minarets, nous avons 27 mètres de hauteur, avec 7 fenêtres, 99 escaliers. Et les 99 escaliers symbolisent les 99 noms exaltés des dieux. Et cette fenêtre symbolise beaucoup de choses. Il y a les 7 noms dédiés qui sont les plus exaltés. Il y a les 7 cieux, les 7 portes du paradis, les 7 portes de l'enfer. Donc ça symbolise beaucoup de choses en islam. Il y a eu des tentatives, plusieurs fois, donc ça s'est écroulé. Et il a fallu dire au sultan de l'époque que si on voulait réussir cette œuvre, il faut la faire avec la volonté des gens. Il n'y a pas de travail forcé et il n'y a pas de biens illicites pour que ça réussisse. Et la tentative, la dernière qui a été la bonne, elle a été faite par un travail volontaire. Donc c'est de leur volonté que les gens se sont mobilisés et c'est avec tous les biens licites que les gens ont utilisé pour parachever ce travail. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2013, la grande mosquée Meskini d'Agadez, mondialement connue. En dehors des minarets, il y a des aires de prière. Vous avez donc plusieurs défis architecturaux, dont vous avez ici à côté une poche de lumière, un orifice à travers laquelle l'imam arrive à lire les jours. Donc comme vous savez, à l'intérieur, il fait obscur, c'est sombre, il fait nuit à l'intérieur. Mais quand, pour la lecture du sermon du vendredi, l'imam ouvre l'orifice que nous avons ici. C'est à partir de là que l'imam reçoit la lumière nécessaire pour lire les sermons. Quand vous prenez les 27 mètres de hauteur des minarets, vous avez les premières rangées. Chaque rangée a 27 mètres. Mathématiquement, vous avez presque toutes les sortes de figures que vous pouvez, toutes les projections possibles pour voir à quoi ressemble un pays. Donc c'est vraiment très édifiant pour des gens d'une période où les calculs mathématiques ne se font pas. La grande mosquée d'Agadez demeure depuis le XVIe siècle un lieu très important du point de vue religieux. Un très grand nombre d'habitants d'Agadez et ses environs pour la grande prière du vendredi et également pour les fêtes musulmanes et les prières contre les calamités.
L'équipe de la station régionale ORTN de Zender, elle, s'est intéressée à la fréquentation des écoles coraniques par les femmes. Le reportage est signé Maman Lawali Chillo et Ali Habou. C'est en vertu du hadith du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui dit que la recherche du savoir est une obligation à tout musulman et musulmane. C'est dans cette optique, au Niger et particulièrement à Zender, l'on constate une fréquentation inclusive des femmes à des écoles coraniques. Une pratique qui mérite d'être encouragée et saluée. En ce qui concerne les hadiths, les fiqh, les sirah, donc l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a le tawhid aussi. Donc c'est tout ça que les femmes apprennent à l'école coranique. Le vrai objectif de chaque femme maintenant, c'est d'avoir la sabqa coranique. Et alhamdulillah, les femmes ont atteint cet objectif-là. On enseigne l'éducation familiale dans l'école coranique. On fréquente beaucoup l'école coranique. Nous voulons savoir quels sont les droits que l'islam nous a réservés. À travers ces droits, qu'est-ce que l'islam nous a recommandé de faire, de comment gérer nos enfants, nos maris, vivre en société. Le savoir là, c'est à l'école coranique. Maison, donc on ne peut rien savoir. Même si tu as le Coran, tu peux lire ça, donc tu ne peux pas savoir. Mais il faut que tu ailles à l'école coranique. Cette quête de savoir a permis à un grand nombre de femmes d'acquérir des connaissances leur permettant de mieux entretenir leur foyer, le savoir-vivre en société. L'école coranique est très importante dans notre vie quotidienne, car les connaissances islamiques nous permettent de bien mener notre vie de foyer, sur le plan comportemental avec nos maris, l'éducation des enfants et aussi à mieux connaître les différentes thématiques de la santé et de la reproduction. Vu le rôle prépondérant que joue la femme dans la société islamique, il est nécessaire que cette dernière soit émancipée afin de mieux cerner cette lourde et exaltante tâche. Les élèves de l'école de formation privée au métier de sécurité et faux primes ont effectué ce matin une visite à la prison civile de Niamey. L'objectif de la visite est de leur faire découvrir la pratique de certains cours théoriques qu'ils ont eu à faire. Le point avec Ouma Jamila Mandachirou et Boubacar Imran Maïga. C'est une sortie éducative initiée par l'administration de l'école de formation au métier de la sécurité et faux primes à la maison d'arrêt de Niamey à l'intention des élèves. Et il s'agit à travers cette visite de joindre la pratique à la théorie pour ces élèves ayant suivi des notions sur la chaîne pénale. L'autre objectif pour ces visiteurs est de découvrir s'il y a un agent de sécurité en détention en vue de savoir la cause pour tirer des leçons. Notre école opère sous la double tutelle du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et du ministère de la formation professionnelle. Les faux primes assurent la formation initiale et la formation continue. La formation initiale ou continue ouvre la voie à l'emploi, notamment des jeunes, et constitue certes un moyen de lutte contre l'oisiveté et la criminalité. De son ouverture à ce jour, l'école a formé des milliers d'étudiants, d'apprenants et de demandeurs d'emploi issus de plusieurs entreprises privées, parapubliques et organisations non gouvernementales internationales. Une visite qui a été bénéfique pour ces élèves. Nous sommes venus constater aussi, donc pour pouvoir apprendre un peu de ce qu'on nous a appris à l'école. La sécurité, c'est un métier vraiment dont tout un chacun doit avoir une notion sur ça. Donc nous sommes venus, on a constaté, on nous a donné des explications vis-à-vis de leur détention et de comment ça se passe. Il y a des détenus, il y a des condamnés. Donc on a pu avoir certaines notions sur ça. Et nous remercions le ministre de la Justice qui nous a autorisés. Et nous remercions aussi le régisseur de la prison civile qui nous a accueillis. Et donc vraiment, nous remercions aussi nos dirigeants de l'école des faux primes. Les faux primes a formé plus de 1000 élèves dans divers domaines de sécurité de sa création en 2012 à aujourd'hui. Elle est l'unique école dans le domaine.
Du sport à présent, dans le cadre du championnat de la Coupe nationale, l'équipe de l'Entente de Dosso a disputé un match contre l'AS Police nationale au stade régional de Dosso. La rencontre a vu la victoire de l'AS Police. Le résumé avec Mamadou Gengaray et Habibou Bako. Cette rencontre de la Coupe nationale démarre sur les chapeaux de roue. Grosse intensité de part et d'autre. Une équipe de l'Entente de Dosso qui vient d'accéder à la première division face à l'AS Police de Niamey, désormais sur une pente ascendante avec l'arrivée de Moussa Balkiré Dilo comme entraîneur de l'équipe. Match très équilibré, mais souvent une grande maîtrise de balle des joueurs locaux. Mais l'adversaire joue à l'expérimenter, pas trop courir derrière la balle et bien négocier les occasions de but. Stratégie qui va bien marcher car dès la 15e minute, Mohamed Borou va bénéficier d'une erreur défensive pour ouvrir le score. Les policiers mieux aguerris marqueront un deuxième but dès l'entame de la deuxième période sur une déconcentration de la défense adverse. Les hommes de l'eau, Hassan Balkiré, vont multiplier les assauts et inscrire successivement 2 autres buts par l'entremise de Djibril Diori qui vient de faire son entrée et Noël Roland finit le festival de buts en inscrivant le 4e but de la soirée. Donc un match de coupe, ça se prend au sérieux. L'adversaire ne compte pas, c'est la victoire, c'est le niveau d'engagement, c'est le niveau de concentration qui doit compter. Et là, vous avez constaté que c'est ces 2 aspects qui ont prédominé dans notre jeu. On a joué plus l'efficacité, la concentration et le sérieux. On a pu marquer 4 buts et vous avez parfaitement raison. Avant d'arriver déjà, on savait que c'est l'équipe qui était montée à la Super League l'année prochaine, que c'est une équipe de jeunes joueurs qui jouent au ballon. Notre objectif, c'est la montée en Super League. On a acquis la montée. Et comme on dit, l'appétit vient en mangeant. On est en 8e de finale de Coupe nationale, ce n'est pas mauvais. Bien que ce n'est pas toujours bon de perdre à domicile, bon, on a perdu. La hiérarchie a été respectée, donc voilà, on prend note et on travaille. Ainsi donc, sans trop souffrir, l'AS Police accède au quart de finale de la Coupe nationale face à une belle équipe de l'Entente qui s'est bien comportée durant cette rencontre. Et pour